Je vais vous faire un exposé qui évidemment est un résumé ultra rapide pour vous dire deux choses. Ça, c'est notre responsabilité. La Morlaix est en position clé dans la continuité forestière de la Grande Trame Verte. Et pour vous mettre en appétit, je vous dirais que si la Picardie n'a pas la plus grande densité de forêt, elle est même en dessous de la densité de forêt française, qui est de l'ordre de 23, 24, 25, 26, 27%, ça dépend comment on calcule sur le territoire national. La Picardie a la plus grande forêt, ou la plus grande continuité forestière, certes un peu interrompue, d'Europe. Alors, quels sont ceux qui le savaient? Levez la main. Vous avez donc appris quelque chose. Et puis, donc, je vais vous faire un certain nombre de développements là-dessus pour vous sensibiliser au fait que la forêt de la Morlaix n'est plus une forêt, qu'elle est en train d'interrompre très gravement cette continuité forestière, et qu'au-delà de la qualité de vie à la Morlaix qui va se dégrader très très vite avec la dégradation du couvert arboré, en fait nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de ce biocorridor qui n'a pas seulement une valeur régionale, ni même nationale, mais qui a une valeur européenne et donc par la même mondiale. Et puis ensuite, je vous parlerai de la couverture arborée qui est extrêmement vulnérable et je recouperai certains exposés qui ont été faits aujourd'hui. Donc, je vous demande de fermer les yeux. Voilà. Ça y est. Oui. Vous êtes dans la station orbitale. Il y a une pression atmosphérique normale. La température vous va bien. Vous avez ôté votre scaphandre. Et vous découvrez cette merveille perdue dans l'univers, minuscule, d'une drôle de couleur, sur laquelle, quand on s'en rapprochera, on va rester un moment à côté d'elle, devant elle. Là, on doit être à quelque part... on est à moins de 1000 km de la Terre, en fait, on est relativement proche. Alors, au centre exact de l'image, grâce à Didier Kessler, ici présent aux manettes, on va rester sur cette image. Vous avez la France, et vous verrez quand on ira en France qu'au centre exact de cette image, vous aurez la Morlaix. Donc au centre exact de cette image, vous avez la Morlaix. Alors, maintenant, non, Didier, on reste dessus. Voilà. Alors, sur le bord de ce disque, parce qu'on ne sait pas très bien encore que la Terre est ronde, vous apercevez une infime pellicule. En gros, cette boule fait à peu près 12 000 km de diamètre. Cette pellicule, si on la calcule entre le plus haut de la troposphère, c'est-à-dire la zone de l'atmosphère dans laquelle nous vivons, grosso modo 10 000 mètres, 10 km, et puis si on va vers les abysses, grosso modo au-delà de 10 km sous le niveau de l'océan, on a quoi? On a 20 km, on n'a rien du tout. On n'a même pas l'épaisseur d'un papier de soie autour d'un pamplemousse. C'est notre zone critique. C'est là que se situe la biosphère, et c'est grâce à la biosphère que nous sommes apparus. Et si nous n'arrivons pas à la maintenir, c'est aussi grâce à nous que nous disparaîtrons. Alors, cette planète, elle est bleue. Elle n'est pas bleue seulement parce qu'il y a plus d'océans à la surface du globe, mais elle est bleue aussi par un effet qui est dû à notre atmosphère, sans laquelle nous ne pourrions pas vivre, et nous sommes dépendants de cette atmosphère qui est assez récente à l'échelle de la planète, qui est composée de 80% d'azote, de 20% d'oxygène. Alors je rappelle qu'à 17% d'oxygène, on respire très très mal, et qu'à 25% d'oxygène, tout s'enflamme. Elle est bleue, elle est verte. Et vous regardez ici, j'allais dire la photographie, oui, vous montre que l'Europe est un continent relativement vert, ce qui vous explique aussi d'ailleurs qu'il est assez riche. Et vous regardez aussi toute cette partie brune qui va croissant aujourd'hui. Ce sont les zones de famine, les zones de guerre, les zones qui, évidemment, certaines ont du pétrole, mais dans lesquelles il devient extrêmement difficile de vivre et de plus en plus. Donc, restons sur cette planète et nous allons descendre au centre de cette image pour voir la France. Alors, vous voyez quelques zones, évidemment, qui ne sont pas vertes,
qui vont d'ailleurs gagner avec la dérive climatique. Et vous vous apercevez que la France est un pays très vert. Pourquoi? Parce qu'à peu près le tiers de son territoire, même parfois un peu plus, est couvert de forêt. Et on va descendre un peu plus bas, peut-être pas au centre de l'image, mais au centre de l'écran. Et on va découvrir, alors je ne sais pas si on le découvre bien, moi j'ai du mal, mais c'est pas grave. Alors, ici vous avez un arc forestier. La ville de Paris devrait se trouver quelque part par là. Ici, je pense. Voilà, c'est là. Vous avez un arc forestier qui va monter pratiquement jusqu'aux Ardennes. Alors ça commence, évidemment, je vois rien, mais je vais y arriver, forêt des Coins, forêt de Montmorency, forêt de l'Isle-Adam, forêt de Carnel, forêt d'Alade, forêt de Chantilly, et on va monter comme ça jusqu'à la forêt de Compiègne, et puis on va continuer par un bout de la forêt de Villers-Cotterêts, la forêt de Saint-Gobain, la basse et la haute forêt de Coucy, non, Saint-Gobain c'est après Coucy, et comme ça on va monter jusqu'aux Ardennes. Et bien vous voyez cet arc forestier, mais il est unique en Europe. C'est le plus grand arc forestier que nous ayons, qui théoriquement devrait être continu, avec une canopée relativement dense et pas trop de cloisonnement. Et d'ailleurs, sur les grands axes, ce sont les premiers endroits où on a construit des passages à faune. Donc on va descendre un peu plus bas, Didier, si tu le veux bien. Alors, est-ce qu'il y a vraiment continuité forestière? Alors, à cette échelle-là, hein, le bois bonnet est là, la Morlaix avec le lys, la forêt, ok, et en Mononville, la forêt de Chantilly. Bon, déjà, on s'aperçoit qu'au sud, c'est pas tout à fait facile, en tout cas, pour que le grand gibier puisse circuler. Les oiseaux circulent, les insectes circulent plutôt mal. Et on va descendre un tout petit peu plus bas. Donc, est-ce qu'on a une continuité? Est-ce que c'est vraiment une forêt? Et là, vous vous apercevez, ici se situe la Morlaix, vous vous apercevez que bien qu'il y ait des coupes rases dans ces forêts qui sont des catastrophes du point de vue climatique et du point de vue du sol, la forêt de la Morlaix, qui est protégée des coupes rases, puisque maintenant on est adhérent à la FNCOFOR, donc qui nous permettrait de nous défendre contre d'éventuelles coupes rases, eh bien vous voyez que c'est une forêt qui est extrêmement dégradée. Une forêt est dégradée quand la canopée cesse d'être continue, c'est-à-dire quand on est au-dessus des arbres, on n'est plus dans la continuité. On va descendre un petit peu plus bas, tout en restant sur la Morlaix, et là, vous vous apercevez que cette forêt est entièrement mitée, on dit mitée parce que c'est comme des trous de mythe, et puis laniérée, vous voyez, c'est l'aniérage dans le massif forestier. Autrement dit, grande continuité forestière, eh bien, nous avons déjà une énorme responsabilité qui est d'avoir interrompu à coup sûr la continuité de la canopée. Ça a plein d'inconvénients, on viendra dessus si besoin. Et on va descendre, je crois, encore un tout petit peu en dessous, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Et donc on s'aperçoit, la dernière carte que vous avez vue vous l'ont montré, donc on a des constructions, donc parler d'urbanisation, puisqu'il y a des liens entre... On a des constructions dans cette forêt, donc est-ce que c'est une ville-forêt ou est-ce que c'est une forêt en ville? En tout cas, ça n'est plus une forêt. On va avancer un petit peu, à moins qu'on ait besoin... Ah, on va peut-être revenir en arrière, Didier, oui, on va peut-être revenir en arrière. Alors, on a dit... Alors, vous avez vu le tout premier exposé qui n'était pas fait pour être à cet endroit-là, vous a expliqué que sol relativement pauvre, sableux, lessivé assez facilement, peu profond. On avait donc planté des arbres pour assécher ce marais, alors qu'il n'a pas toujours été marais, je suis assez d'accord. Et donc ces arbres ont rempli leur fonction. Et donc aujourd'hui, ces arbres qui étaient là pour pomper l'eau, n'en ont pas forcément assez, n'en ont pas surtout forcément assez tout le temps, et se portent plutôt mal. Mais nous avons quand même plusieurs cours d'eau. Donc on a
la Nouvelle-Thève, donc qui est ici. On a la Thève, on a le rue Saint-Martin, qui devrait nous permettre de maintenir une réserve d'eau, en tout cas, qui, si toutefois on arrivait à gérer les étangs de Commelle, mais je pense que c'est foutu, donc il faudra trouver une autre solution, pourrait nous permettre quand même d'avoir une réserve d'eau de façon à maintenir notre forêt qui est déjà très très abîmée. Vas-y, on va prendre un... Alors, le risque majeur est le manque d'eau, mais nous avons deux risques qui sont liés à l'excès d'eau. Le premier, vous le connaissez par cœur, ce sont les remontées de nappe. Et donc vous voyez ici la Morlaix quelque part par là, et vous voyez ici que vous êtes dans une zone où, pour des raisons géologiques, vous avez des nappes qui, par forte pluie de longue durée, débordent parce qu'on a des phénomènes de nappes affleurantes. Alors on le verra mieux peut-être dans l'image suivante. Voilà. Alors c'est une image, c'est une coupe qui a été faite en 2004. Vous verrez, il y en a une autre après. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave. Donc imaginons qu'on soit dans le bassin versant de la Terre. Donc on a Chantilly sur notre droite et on a l'Usage sur notre gauche. Grosso modo, on s'en va vers l'abbaye de Royaumont, pour faire simple. Et donc on a sur ce site de la Morlaix, et là plus précisément du côté de l'île de la Thève, on a le rue Saint-Martin, on a la Thève et on a la Nouvelle-Thève. Alors, cette nappe de craie, se saturant d'eau, peut remonter, y compris dans cette toute petite zone d'alluvion, et par conséquent créer un débordement. Mais nous allons voir que, et ça a été très mal étudié, les deux nappes perchées, alors quels sont ceux parmi nous qui connaissent les deux nappes perchées de la Morlaix? Eh bien voilà, vous aurez encore appris quelque chose aujourd'hui. Alors, au-dessus de cette nappe affleurante qui peut déborder, nous avons deux nappes perchées. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce dessin. Vous comprenez bien que si on me met une flèche par ici et que cette nappe remonte, c'est forcément que remonter là, elle se videra par ici. Et celle-là, on comprend bien qu'à partir d'un certain niveau, elle redescendra également dans le cours de la Thève. Donc, c'est juste pour vous sensibiliser au fait qu'il est d'une importance capitale pour les arbres de restaurer les zones humides qui, par rapport à la saturation des nappes, vont permettre d'avoir une fonction d'éponge et de limiter les dégâts. Or, nos arbres qui ont été plantés pour pomper de l'eau, beaucoup d'entre eux sont très malheureux s'ils ont les pieds dans l'eau trop longtemps. Donc, on a une première vulnérabilité des arbres, qui est une vulnérabilité à l'excès d'eau dans le sol, ce qu'on appelle des sols hydromorphes. Et ça vous explique que après une inondation, on verra ça tout à l'heure, ou une remontée de nappe, vous ayez des arbres qui sont extrêmement fragilisés. Vous avez évidemment, mais ça c'est pour une partie du territoire, un risque qui est lié à ce qu'on appelle le cours majeur de l'Oise, c'est-à-dire au cru de l'Oise, sachant que la carte qui va suivre, eh bien c'est pas celle-là, ah si. Alors, cette carte, il faut bien comprendre qu'elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pu cartographier qu'une crue cinquantennale. Et l'entente Oise-Aisne, et même le BRGM, etc., tout le monde s'entend pour dire qu'on ne sait pas ce que sera la crue centennale. C'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire que si vous vous protégez de la crue cinquantennale, de toute façon, vous ne serez pas protégé contre la crue centennale. Alors, là, ça touche l'aménagement du territoire, ça touche le PLU, ça touche les permis de construire, mais ça touche aussi la végétation que l'on exposera ou pas à ce risque de crue. Alors, sachez que la crue centennale de l'Oise, c'est comme celle de la Seine, on l'attend depuis plus d'un siècle.
Alors une crue centenale, ben, c'est une périodicité. Alors il se trouve que sur les grands cours d'eau, et c'est le cas de la Seine, c'est le cas de l'Oise, je crois, à Compiègne, si j'ai bonne mémoire, on a des niveaux de l'eau qui sont connus, qui ont été répertoriés, et donc on sait à quelle hauteur se trouvait cette eau. Mais alors aujourd'hui, on est très mal à l'aise vis-à-vis des crues centenales. Évidemment, c'est à Paris qu'on est plus mal, mais on est très mal à l'aise parce qu'on a tellement imperméabilisé le sol, on a tellement artificialisé, on a tellement saccagé les ripisylves, on a tellement, etc., que il y a deux craintes. La première crainte, c'est que le flux d'eau soit beaucoup plus important qu'il a été, puisqu'on n'est pas retenu par les feuilles des arbres, on n'est pas ralenti par la porosité du sol, et on n'est pas retenu par les accidents, les haies, les ripisylves, les forêts de rivière, etc. Mais on a un deuxième phénomène dont on n'ose jamais parler parce que ça ferait trop peur, qui est qu'on a mis des bassins de retenue. Et on a calculé ces bassins de retenue pour être capable d'amortir un peu une crue cinquantennale. Sauf que pour une crue centenale, ils vont être complètement pleins. Et donc à ce moment-là, quand un bassin est plein, la moindre goutte qui tombe va sortir. Et donc là, on va avoir affaire à des flux d'eau absolument considérables. Et donc on préfère ne pas en parler, parce que forcément, avec le temps, toute la zone qui sera inondée par cette crue centenale sera bien plus importante que la zone qui aurait été inondée par cette crue centenale si on n'avait pas eu d'habitat et de dégradation d'origine humaine. Et comme les hommes ont tendance à se mettre au bord de l'eau, ça va faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Pour revenir à nos arbres, il faut donc retenir que toute cette zone doit être plantée d'arbres qui seraient capables de résister à une crue. C'est une indication intéressante. Alors, allons un petit peu plus loin. Alors, vous avez vu donc que nous avons des nappes perchées, que nous avons une nappe affleurante. Eh bien, vous avez appris ça aujourd'hui, ben, je vais vous apprendre aussi que personne ne s'est jamais soucié de savoir où était le niveau d'eau dans ces nappes. Nous n'avons aucune sonde qui permette de surveiller ce niveau d'eau. Alors c'est très difficile de faire face à un risque quand on ne peut pas mesurer l'aléa. Je vous rappelle que le risque, c'est l'aléa multiplié par la vulnérabilité. Donc, une des premières recommandations que je ferai à la ville de la Morlaix, qui doit quand même arriver à trouver les financements, soit par elle-même, c'est pas si cher que ça, soit avec le Citrarive. Alors on verra que c'est pas évident à cause de la gestion qui ne veut pas s'intéresser aux inondations, donc peut-être avec OASN, mais on dira que le risque de la Morlaix, c'est quand même pas celui de Creil. Je pense qu'il est nécessaire, rapidement, d'avoir au moins 2 sondes piézométriques par nappe, partie basse, partie haute, et au minimum une zone pour la nappe affleurante. Je m'adresse à monsieur le maire, il va falloir se mettre en chasse. C'est une notion essentielle. Ensuite, nous ne mesurons pas les débits en entrée sur le territoire, qui sont en fait la combinaison entre le rue Saint-Martin, la Thève et la Nouvelle-Thève. Je pense qu'il est nécessaire de le faire et que peut-être il sera nécessaire de faire un grand étang ou quelque chose où on puisse réunir ces 3 cours d'eau, quitte à ce qu'ils se redivisent, de façon à ce que nous puissions contrôler leur flux. C'était le rôle des étangs de Comelles, et les moines de Royaumont étaient loin d'être des idiots, mais ça n'est plus leur rôle, puisque ces étangs sont en grande partie comblés, et que le matériel qui servirait à régler le débit de l'eau est en assez mauvais état, et que de toute façon, il n'y a personne qui est payé pour le faire marcher, et qu'il ne marche pas comme il devrait marcher aujourd'hui, avec de la télésurveillance et de la télémaintenance, etc. Donc là, je pense que si on veut faire face soit à un excès d'eau, soit à un manque d'eau, il faut qu'on ait déjà une connaissance des débits des cours d'eau.
Alors, on a parlé tout à l'heure de tous ces arbres qui crèvent dans le lys. On sait en gros que on les a plantés pour qu'ils achèvent le sol, ils l'ont suffisamment asséché pour qu'ils aient du mal à y survivre, que par-dessus le marché, non seulement ils ont du mal à y survivre, mais en plus, on leur plante du gazon, y compris sur les pieds, et qu'on tonce ce gazon et qu'on évacue l'herbe, ce qui appauvrit encore le sol, et par conséquent, ça rend des arbres extrêmement fragiles aux maladies et aux insectes xylophages. Il n'y a pas de solution qui consisterait à s'adresser à des pépinières, et notamment, le lys aujourd'hui achète ses arbres dans une pépinière qui est dans un sol incroyablement riche, et qui, par conséquent, sont totalement inadaptés définitivement au lys. Est-ce que j'ai réussi à me faire comprendre? Alors, là, peut-être il y aura un petit mot à la fin là-dessus, mais on va mettre en place à la Mordelais, d'une part, une charte de végétalisation, et d'autre part, grâce à cette conférence débat, une charte de l'arbre. Moi, je fais une proposition très simple. Il y a forcément, dans le nombre des propriétaires du lys, des propriétaires qui seraient heureux que l'on vienne planter certains arbres chez eux, selon la procédure suivante. Ben écoutez, on en plante 3 et on vous en prendra 2 à condition que les 3 aient survécu. Quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais ça s'approche de ça. Ce sera très citoyen, très participatif, mais un arbre qui aura pris dans le sol du lys qui est celui de votre jardin, repartira très bien dans un sol voisin et comparable. Alors qu'un arbre qui aura grandi dans un sol extrêmement riche, même si vous mettez de la matière organique autour, au bout d'un certain temps, il se retrouvera quand même, ses racines seront dans un univers auquel il n'est pas adapté. Donc je lance aujourd'hui cette idée. Peut-on imaginer une pépinière multisite, collaborative par rapport aux propriétaires du lys, qui puisse être gérée d'ailleurs sous une forme, je ne sais pas, de coopérative, d'économie sociale et solidaire par l'association. Et c'est très important de le faire très vite, parce que chaque année perdue, c'est du temps perdu pour pouvoir restaurer cette forêt. Vous avez vu à quel point elle est mitée et à quel point elle est en danger. Et puis, puisque vous avez vu que non seulement nous risquons d'avoir trop d'eau, mais nous risquons aussi de ne pas avoir assez d'eau, et ça, on est parti là-dessus, donc c'est une très bonne chose. Il faut restaurer rapidement et largement toutes les zones publiques, qu'elles soient d'accès public ou qu'elles soient d'accès autorisé. Non, il y a une image derrière. Alors, ça veut dire d'une façon plus concrète, il y en a encore une après, Didier, ça veut dire d'une façon plus concrète qu'il faut sans tarder adopter les bonnes pratiques. Cesser le gazon sous les arbres, autant que faire se peut. Préférer le sous-bois spontané ou guidé. On a un merveilleux exemple avec le boulodrome. On est intervenu à temps parce que ça frisait la catastrophe. Mais là, on va avoir d'une part des arbres qui vont essayer de se maintenir autour des pistes, et puis on aura une restauration du sous-bois, ce qui fera que cette belle chaînée en centre-ville pourra être préservée. Alors, si on ne veut pas laisser du sous-bois, on pourra faire ce que j'espère faire très rapidement dans le parc, notamment avec l'aide du centre social rural, protéger les arbres de façon à ce que les voitures ne se garent pas dessus, de façon à ce qu'on ne fasse pas de gazon, mais surtout de façon à ce que les feuilles ou les aiguilles soient ramenées à l'aplomb du houppier, et que l'on plante de la prairie fleurie, et je vais commencer très vite avec les écoles et avec le centre social rural, et puis on aura probablement la possibilité de s'étendre plus avec la charte de végétalisation. Et donc cette prairie fleurie, elle ne connaîtra qu'une seule fauche et on laissera son produit sur place, ce qui permettra au minimum de maintenir la qualité du sol. Alors, on avait une question sur mulcher, donc vous avez la réponse oui, en tout cas, hélas, si vous gardez du gazon, mais c'est sûr que
ne pas mulcher quand on a du gazon, en fait, on n'en a pas conscience parce qu'on n'en a pas connaissance, mais c'est un vrai crime écologique. Moi, je suis allé voir les tondeuses de la ville de la Morlaix. Il y en a une seule qui est capable de mulcher. Ça veut dire que chaque fois qu'on tombe du gazon à la Morlaix, on appauvrit le sol. Est-ce que c'est durable? Non. De même que je suis sûr que si je vous demande de lever le doigt, si les machins horribles qui cassent les oreilles et qui poussent les feuilles vous gênent, tout le monde va être gêné. Et en plus, c'est comme les trucs qui tournent en ville pour soi-disant nettoyer, ça soulève énormément de microparticules. Alors, moi, je pense qu'un ramasse-feuilles, c'est pas mal, surtout si on veut ramener les feuilles sous l'arbre. Donc il faut revenir à des pratiques raisonnables. Et on est actuellement dans des pratiques déraisonnables. Alors, restaurer les ripisylves, c'est pareil, je vais essayer de montrer l'exemple avec le centre social rural et quelques classes. Le long de la Tèvre, on a quelques osiers sur lesquels on va pouvoir prélever des rameaux, donc qui sont en fait des trognes, mais peu importe, et on va pouvoir remettre ces rameaux en terre, et j'ai prévu la replantation d'à peu près 200 rameaux. Et l'idée est la même que pour les arbres, c'est-à-dire que la classe ou le groupe d'enfants qui s'en occupe devient en quelque sorte responsable de ce petit segment de rive ou de ce pied d'arbre, etc. Et ensuite, on a un problème à régler, qui est un problème compliqué. Je pense qu'il va falloir que la commune mette les moyens, qui peuvent être simplement des moyens intellectuels. Il faut planter les bonnes essences au bon moment, et on en est très loin. Voilà, et toutes ces actions que je vous ai désignées, ce sont celles que nous pensons dès ce mois de novembre à l'occasion du Festival de l'Arbre et des Chemins ruraux. Je vous remercie de votre attention, mais j'espère surtout... Alors, votre applaudissement me fait très plaisir, mais j'aimerais mieux que vous applaudissiez les arbres. Allez-y. Il y a une chose qui m'étonne. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours dans la politique de la forêt. D'un côté, vous dites qu'il faut respecter les marais, et de l'autre côté, vous dites qu'il faut mettre des arbres pour assécher le marais. Alors, il y a peut-être un petit peu de confusion dans la chronologie. Alors, beaucoup d'arbres ont été plantés à la Morlaix dans l'idée d'assécher les sols humides. Ils ont eu pour résultat d'y parvenir. Et donc, de se rendre à leur tour très fragiles par manque d'eau. Moi, ce que j'ai dit, c'est pas du tout ça. Ce que j'ai dit, c'est que le risque majeur, il y a un risque dont l'aléa et l'excès d'eau, la vulnérabilité étant que nos arbres, je ne parle même pas des maisons, n'y seraient pas adaptés. Mais il y a un deuxième risque qui est le plus probable du fait de l'évolution climatique, qui est le manque d'eau. Et si on veut avoir un effet d'éponge, il faut restaurer nos zones humides. Donc on a deux idées différentes. On a une idée... Donc de ne pas planter les arbres. Ah non, 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 ah non. Alors, oui, alors ça c'est parce que vous connaissez... Alors, ça devient compliqué. Attendez, il faut que je fasse un reset de l'ordinateur parce que j'étais sur un tout autre logiciel. Alors, voilà. Alors, dans une zone humide, vous avez des végétaux qu'on appelle des carex, etc. Et puis vous avez des arbres qui leur sont particulièrement adaptés, comme les aulnes, comme le chêne des marais, comme... Vous voyez? Alors, quand vous restaurez une zone humide, d'une part, cette zone humide, elle est forcément alimentée de cours d'eau. Donc, le long de ces cours d'eau, vous restaurez une ripisylve, une forêt de rivière, avec des aulnes, des saules, des saulosiers, enfin bref, etc. Donc non, une zone humide est extrêmement végétalisée. C'est d'ailleurs la seule condition pour qu'elle ait sa fonction d'éponge. Sinon, vous avez une espèce de croûte, etc. Donc, une zone humide est fortement végétalisée. Et les arbres
qui y vivent sont adaptés pour la zone humide et l'entretiennent. Une zone humide, en fait, elle se caractérise par trois choses. Elle est poreuse à l'eau, enfin, le sol est poreux à l'eau, le sol est poreux à l'air, et rapidement, une grande quantité de matière organique se répand dans ce sol. Vous savez très bien qu'une zone humide qui se tiendrait pendant plusieurs siècles deviendrait de la tourbe, dans laquelle peuvent pousser certains arbres. Il suffit de voir au Québec. Donc, je vais essayer d'être clair, parce que je m'aperçois qu'effectivement, je ne l'ai peut-être pas été. Restaurer une zone humide, c'est aussi restaurer la forêt adaptée à cette zone humide. Mais ça n'est pas planter des peupliers qui vont la sécher, ou planter des chênes qui vont finir par la sécher. Je ne sais pas si j'ai été clair. Pour moi, c'est très clair, mais effectivement... Alors, dans une zone humide, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire que ça se décompacte. On laisse venir, puisqu'il s'agit de la restaurer, hein, parce que sinon la zone humide, elle vit très bien sans nous. Hein. C'est laisser revenir une végétation naturelle, restaurer une ripisylve. Moi, j'avais aussi le projet de faire, on en a parlé tout à l'heure, un prototype de chemin trogne adapté en zone humide. Mais la plupart d'entre vous, vous n'habitez pas en zone humide. Vous habitez dans une zone qui, certaines fois, peut être très très humide du fait de la remontée de la nappe, dont le sol, qui est un sol sableux. Alors oui, j'ai vu aussi, on a parlé de... Alors, moi, ce que je vous propose, on verra ça avec la municipalité, c'est extrêmement facile de caractériser un sol. Si on sait prélever ce qu'il faut, j'ai une derrière pour, on met ça dans un bocal, on met de l'eau, on agite, on attend 24 heures, on voit comment ça se dépose, et à partir de là, on a la caractéristique d'un sol. Donc ça, s'il y a besoin, je pense qu'il faut vraiment que chaque propriétaire puisse venir... oui, voilà, le prélèvement est encore plus important que l'analyse. Hein. Donc, vous avez un sol qui est très facilement lessivé, c'est-à-dire qu'il ne va pas retenir cette matière organique dès qu'il y a trop d'eau. Donc, si vous avez une remontée de nappe, bah, évidemment, quand ça va redescendre, ça va lessiver. Si vous n'avez pas suffisamment de canopée, on l'a vu sur les photos, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de couverture arborée, bah, à ce moment-là, toute la flotte va tomber d'un seul coup. Et donc, vous allez avoir, évidemment, un lessivage. Et là-dessus, le gazon en rajoute d'ailleurs. Donc, alors, la question, là où votre question me laisse sans réponse, et c'est pour ça que c'est la meilleure, toutes les bonnes questions, c'est celles qui laissent sans réponse. Là où votre question est excellente, c'est que personne aujourd'hui ne peut vous dire quel est le bon arbre ou les bons arbres, parce qu'il faudrait quand même ce qu'on appelle des futaies régulières, qu'il faut planter chez vous. C'est-à-dire que pour le savoir, il faudra que sur des terrains comparables au vôtre ou sur le vôtre, on en essaye plusieurs. C'est celui qui tient qui sera le bon. Mais tant que vous achèterez chez un pépiniériste un arbre qui a pris naissance et qui a poussé dans un sol beaucoup plus riche que le vôtre, beaucoup moins facilement lessivable, et par-dessus le marché, beaucoup moins alcalin, quand on rentre dans la composition des sols, eh bien cet arbre-là qui aurait très bien vécu dans son sol, eh bien, il ne survivra pas chez vous. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un vrai chantier municipal, et je pense coopératif, qui est de savoir tous ensemble quels sont, puisqu'il faut replanter des arbres si on ne veut pas voir carrément disparaître le couvert forestier, ben lesquels? Moi, la question que je pose, c'est qu'on ne peut pas répondre comme ça. On ne peut répondre qu'en regardant quels sont les arbres qui résistent bien sur tel sol et en regardant quels sont les arbres qui reprennent bien sur tel sol. Mais je propose de le faire d'une façon communautaire. Je dirais jamais ça, moi. Parce que vous avez des tas d'endroits où les chênes se portent super bien. Mais je n'ai pas été voir tout. Moi, je constate que l'association d'Ulysse exprime, et d'ailleurs je vais rapidement lui laisser la parole, exprime qu'il y a de grandes difficultés à la reprise d'arbres, et que globalement, il meurt où l'on coupe plus d'arbres dans le lys qu'on en plante. Donc je dis, certes, il faut en replanter, mais pas n'importe quoi.
Et pour savoir quoi replanter, il faut faire cet effort. Si vous voulez d'expérimenter, ou en tout cas de faire la pépinière dans le sol, dans le climat, dans l'exposition où les arbres vont être plantés. En gros, je fais un appel aux propriétaires pour qu'ils s'organisent entre eux ou qu'ils se rapprochent de la commune pour qu'on essaye de mettre en place une espèce de, je sais pas quoi, j'ai appelé ça pépinière coopérative, ça portera peut-être un autre nom, mais je pense que c'est une idée très importante. Parce que si je vous propose ça, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'autre solution. Mais je ne peux pas vous dire quel arbre va marcher. Il y a aussi un sujet que vous n'avez pas soulevé, on se débarrasse des sangliers. Les sangliers, ils vont respirer l'air, il faut remonter les... Je ne peux pas soulever. Alors, c'est vrai et c'est faux. Je ne peux pas soulever tous les sujets, on est encore là pour quelques jours. Donc, alors, pour ce qui est des sangliers, par rapport au cerf, le sanglier, il s'accommode bien des hommes. Ben, je vous enverrai une étude qui a été faite. Il s'accommode bien des hommes, il passe bien les barrières, il se démerde. Le cerf, il ne passe pas. Le problème de la morlaix, c'est que la morlaix, ce sont des petites, enfin, des grandes parcelles, mais ce sont des propriétés cloisonnées, dans lesquelles les cervidés ne passent plus et dans lesquelles les sangliers réussissent à passer à certains endroits. Alors le sanglier est extrêmement utile à la forêt. Hein. C'est extrêmement utile. Parce que lui, il retourne le sol, il mange un certain nombre d'insectes, etc. Alors, on se débarrasse. Alors, comprenons bien. On n'a plus de loups, on n'a plus d'ours. On a forcément des sangliers qui prospèrent, qui plaboum. Et par-dessus le marché, on a une évolution climatique et une alimentation. Parce que les chasseurs, ils mettent du maïs pour nourrir les sangliers. Donc il n'y a plus d'aménorrhée de lactation, il y a plus. C'est-à-dire, en gros, au lieu de se reproduire une au maximum 2 fois par an, aujourd'hui nos sangliers peuvent se reproduire toute l'année grâce au maïs que leur mettent les agriculteurs. Et par conséquent, nous avons une prolifération de sangliers. La prolifération des sangliers, c'est lié encore une fois à nos pratiques humaines. Mais imaginons qu'on ait quelques ours, qu'on ait quelques loups, et qu'on ait pratiquement plus de chasseurs, et bien très rapidement, la population des sangliers, elle redeviendrait parfaitement équilibrée. Alors, ça n'a aucun sens. Non, mais... Non, ce que je veux exprimer par là, c'est que des sangliers en forêt, oui, trop de sangliers, non. Facile à comprendre. Quant à la cohabitation entre les hommes et les sangliers, bah, dans mon jardin, si j'en veux peut-être, sur le terrain de foot, ça risque de coûter très cher. Et, alors, bien sûr, alors, bon, de toute façon, il faut bien se rendre compte que si nous avons toujours une population de sangliers, alors qu'on n'a pratiquement plus de bergeronnettes, bah, c'est parce que dans la quantité des hommes qui dégradent tout, il y a des hommes qui veulent garder des sangliers. Sinon, il y a belle lurette qu'on n'en aurait plus. Essayez de trouver un cerf place de la Concorde. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le problème du sanglier, c'est le fait que la quantité des sangliers est entretenue par la demande des chasseurs. Cessez de donner du maïs aux sangliers. Laissez revenir quelques prédateurs. Mettez des gardes-chasse, ça suffirait largement pour remplacer les chasseurs. Et vous allez avoir une régulation de la population formidable. Le problème de la morlaix, c'est que toute la partie marée du Lys, marée de la Telle, etc., a été donnée à une association de chasseurs qui nourrit effectivement et qu'on n'a pas voulu, au moment où c'était possible, racheter ces terrains. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour demander aux chasseurs de ne plus nourrir leurs sangliers? Alors, c'est pas à moi de répondre, je ne sais pas si monsieur le maire peut répondre. Je dirais que dans l'immédiat, on ne pense pas avoir la solution, mais qu'on y travaille. Je ne suis pas dans le secret des dieux, ni au cadastre. Autre question? Donc, pour nous résumer, c'est très simple. À la Morlaix, on a une responsabilité énorme vis-à-vis de ce grand biocorridor vert que nous avons déjà en grande partie interrompu. Et nous avons une deuxième responsabilité, c'est que si nous ne prenons pas les bons moyens pour essayer de redensifier un peu cette canopée, d'une part, évidemment, nos enfants vivront beaucoup moins bien.
parce qu'il y aura quand même beaucoup moins d'arbres. Mais d'autre part, on va interrompre ce biocorridor qui, je pense, j'ai pu vous y sensibiliser, est quand même une richesse à l'échelle européenne.